On va d'abord parler de ces accords de paix entre les indépendantistes casamançais et l'État sénégalais. Nous sommes bien sûr en Guinée-Bissau. Puis Mali, les terroristes désormais équipés de drones d'observation. On va également parler du Burkina Faso. Le Front patriotique dénonce la création de milices pour menacer les opposants. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. L'ANC dénonce les entraves au libre exercice des activités politiques. Nos invités sont en place. Robert Kossigan Akoité, président de l'Alliance Jeunesse Développement. Louis Kamako, le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et puis Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Bonjour à vous, chers invités. Président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV, bonjour à Fania, à Gomeglozu, bonjour à Light Service, bonjour à tous les Togolais épris de paix et qui sont en train de lutter contre le terrorisme dans la vie chère, malheureusement. Firmin, vous allez bien? Je vais bien, Michel Takwa, merci de m'avoir invité. Bonjour, Louis, ça fait plaisir de vous revoir. Tout va bien? Le plaisir, c'est également un plaisir pour moi d'être invité à ce plateau presque toutes les semaines. Alors, vous gardez la parole. Nous allons parler de la signature de cet accord de paix entre l'État sénégalais et les rebelles casamançais. Jeudi, c'était en Guinée-Bissau voisine, qui est un pas important pour la fin du conflit qui a duré pendant plus de 40 ans dans cette région du sud Sénégal. Alors, les principaux acteurs, Louis Kabako, ont signé cet accord. Est-ce que vous pensez qu'ils seront respectés? D'abord, je voudrais tout juste être un peu pessimiste parce que je suis tenté de dire que c'est un accord de plus. C'est un accord de plus parce que le conflit là, ça date de 1982 et ce n'est pas la première fois que de tels accords se signent en fait. C'est un conflit, c'est l'un des conflits les plus vieux du continent. Ouais. Et, un conflit qui grame à longueur et qui verse dans un perpétuel recommencement. Et que vous allez juste vous rendre compte que dans les accords, il y a toujours deux camps qui s'opposent. Il y a un camp qui prône la réunification du mouvement des forces démocratiques de Casamance et un autre qui veut qu'on discute de façon isolée avec les mouvements, avec les constatataires. Donc c'est ce qui fait que depuis des années, tous les accords qui ont été signés n'ont pas abouti et n'ont pas pu résoudre la crise. Et donc, comme je le dis, je pense que c'est une crise ou bien c'est un conflit atypique qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à dire que les vaches sont jetées et qu'à un moment donné, il fallait la boire. Parce que je le dis, parce que à un moment donné, les Sénégalais ont compris que cette guerre-là c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas résoudre. Je le dis parce que quand vous avez souvenance du projet ou bien du référendum appelé en 2016 par Macky Sall, qui venait juste d'arriver au pouvoir, il a appelé à un référendum pour la révision constitutionnelle de l'État sénégalais. Et quelle n'a pas été notre surprise de constater que parmi tous les acteurs politiques, aucun membre de la société civile et encore aucun membre des politiques ne s'est prononcé sur en fait cette crise-là ou sur le conflit de Casamance. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Sénégalais ont fini par l'intégrer. Les Sénégalais ont compris que cette guerre-là, ils vont finalement vivre avec. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accord qui est signé, ça s'intitule Accord de dépôt des armes. Mais je suis très négatif pour vous dire que ça va peut-être, comme vous le dites, aider à résoudre ou bien à amener vraiment un cessez-le-feu. Parce que comme je le dis, ce n'est pas la première fois des accords ont eu lieu. Si vous voulez, il y a l'accord de Toubacouta qui a été signé le 20 mars 1991 entre Maréchal Bassémé du collectif des députés originaires de la Casamance. Il y a également un accord qui a été signé en Guinée-Bissau le 30 mai 1991. Il y a l'accord de cesser le feu à Bandoul, signé le 26 décembre 1999.
Le 24 mars 2001, le gouvernement et les rebelles se sont rencontrés pour finaliser l'accord de paix signé le 16 mars. Et le 30 décembre 2004, un nouveau cessez-le-feu signé entre le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngo, et Diamakono Senghor. L'abbé Diamakono Senghor. Voilà, au coin de Vous voulez dire qu'il y a eu tellement d'accords, mais qui n'ont pas été respectés. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est un accord de plus et qu'il va falloir penser autrement à la résolution de cette crise-là. Alors, Kosiga Akwete, vous maîtrisez aussi cette zone de l'Afrique ou bien de l'Afrique de l'Ouest. Cet accord a été signé avec une faction du mouvement rebelle, il faut le préciser. Pourquoi une faction? Vous savez, au sein du MFDC, il y a beaucoup de divisions. C'est vrai que c'est un groupement militaro-politique qui, en son sein, a des sous-groupes. Et ce qui a fait que l'accord historique signé entre l'abbé Diamakono, le secrétaire général, l'emblématique secrétaire général, avec le président Ouad, n'a pas tenu ses promesses. Il y a certaines, à cause des commerces illicites qu'ils font avec le bois de la Casamance et d'autres trafics, puisque la Casamance est collée à la Guinée-Bissau, et donc il y a beaucoup de trafics qu'ils font là-bas. Mais quand vous allez un peu à la source de ce conflit, les nationalistes veulent avoir l'indépendance comme la Guinée-Bissau. Vous voyez, c'est une petite portion, ou comme la Gambie. Et cette guerre fait qu'aujourd'hui, le taux de développement des infrastructures n'est pas si développé dans cette zone. C'est une zone agricole avec une terre très riche, mais qui ne permet pas à ce que l'État du Sénégal, le gouvernement central du Sénégal puisse alors le développer, puisque les terrains sont minés à suffisance avec des mines posées un peu partout. Il serait difficile aujourd'hui de trouver un accord avec toutes les branches du MFDC, d'autant plus que leur vision n'est pas la même. Il y en a d'autres à cause de leur âge vieillissant, des gens comme Salif Sadio, l'un des leaders. Lui aussi, il est charismatique. Il est très charismatique. Entre-temps, l'abbé Diamakono a voulu le ramener de la forêt à la maison, mais il n'a pas pu. Donc, c'est des gens qui sont habitués avec cette vie de jungle, vivre dans la jungle, faire le commerce illicite, vendre le bois illégalement avec la Gambie, aider les trafiquants de toute nature dans cette forêt-là, le passage entre la Guinée-Bissau, la Gambie, avec ce grand fleuve Sénégal et tout. Donc ils sont très habitués, donc ils ne veulent pas passer la main, ils ne veulent pas venir à la paix. Mais l'autre sujet aussi, c'est que vous voyez les mêmes familles en Casamance, en Banjul et en Guinée-Bissau. Les Carvalho, les Senghor, les Badian, les Mané, voilà. Et donc tous viennent de ce côté, et donc tout le monde avec son intérêt fait que le pouvoir politique du Sénégal n'arrive pas à convaincre toutes les milices qui forment le MFDC. Et cela rend cette région un peu coupée des réalités du Sénégal même. Quand vous allez par exemple dans l'un des hôtels ou des lieux de repos les plus huppés, c'est la cité Saloum, vous allez constater qu'il y a une très bonne végétation. Les Blancs aiment aller là-bas, mais tout le monde a peur de la mine parce que c'est posé un peu partout. Et l'État, malgré ses efforts pour déminer la zone, mais à peine il commence, il y en a alors les miliciens qui replacent les mêmes mines, ce qui fait que eux-mêmes, la population casamançaise, manque de terre à cultiver. On manque aujourd'hui les infrastructures parce qu'à chaque fois, il y a ces milices-là qui viennent nuitamment détruire ce qui a été construit par l'État. Et voilà la région dont vient Ousmane Sonko, celui qui veut diriger le Sénégal. Donc je dis, si demain Dieu le porte à la magistrature suprême, son premier chantier serait de désarmer cette crise et de rendre la Casamance une terre de paix, et puis avec une terre totalement déminée. Mais il aura du pain sur la planche, d'autant plus que lui-même ne fait pas l'unanimité avec les Casamançais. Alors, Firmet Kouagbo, on parlait de cette faction. La faction est dirigée par un certain César Atoute Badiat.
qui a été entre-temps condamné à perpétuité, ou bien à contumace, j'allais dire. Est-ce que vous pensez que, compte tenu des accords qui ont été signés, on va pouvoir faire quelque chose pour ce chef? Non, vous savez, quand on parle d'accords de paix, vous rappelez un peu tous les accords de paix qui ont été signés au Soudan. Et la conclusion à laquelle on était parvenu, c'était la division du Soudan. Les accords de paix, comme on le dit, les accords, quelquefois, n'engagent que les signataires. Les accords qu'on a signé, l'accord de paix qu'on a signé aujourd'hui, ça n'engage que ceux-là qui sont présents, ceux-là qui dirigent aujourd'hui les deux factions, c'est-à-dire l'État du Sénégal et la Casamance. Dans les jours à venir, lorsque Macky Sall peut-être aura quitté le pouvoir, et que de l'autre côté aussi, il y aura un autre chef, donc les deux peut-être personnalités vont revisiter peut-être, ou vont chercher à reviser l'accord et à trouver peut-être des failles, et peut-être les situations difficiles vont encore émerger et on va vouloir aller encore à une nouvelle signature, à la signature d'un nouvel accord ou d'un nouveau quelconque accord. C'est comme ça, c'est comme ça vit le monde. Mais au-delà de tout, moi, je souhaiterais qu'on privilégie la paix. En réalité, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que les deux entités veulent? C'est ça le fondamental. Parce qu'il ne faut pas chaque fois tourner autour du pot où se dit peut-être on veut la paix et on se permet de signer un quelconque accord de paix qu'on ne chercherait pas à respecter avec le temps. Qu'est-ce qu'on veut? Soit la Casamance veut l'indépendance totale et entière, est-ce qu'on peut la lui accorder? S'il y a possibilité de la lui accorder, on la lui accorde. S'il n'y a pas possibilité de la lui accorder, alors la meilleure des choses, c'est qu'on trouve le meilleur moyen pour que la Casamance devienne entièrement une portion sénégalaise, pour qu'on ne parle pas encore des indépendantistes de la Casamance. Ces petits problèmes-là, c'est un peu partout en Afrique. Par exemple, même si on n'en parle pas aujourd'hui avec le Ghana et le Togo, c'est une partie qui existe. Il y a une petite partie au Ghana qui appartient aux Togolais, et cette partie-là aussi voudrait être indépendante. Et si avec le temps, à l'avenir, au moment où le monde est en train d'être chaud comme ça, si la technologie arrive toujours à se développer davantage et que le monde devienne encore beaucoup plus ouvert, peut-être cette partie du Ghana va vouloir l'indépendance totale et va pas chercher soit à aller du côté du Ghana ou à aller du côté du Togo. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Bakassi entre le Nigeria et le Cameroun. L'important, c'est de chercher à savoir ce que les populations elles-mêmes veulent fondamentalement. Si on arrive à détecter cela, donc on peut, et puis et si on arrive à se départir des intérêts politiciens, des intérêts égoïstes, et on réfléchit mieux, on peut trouver la bonne solution. Ce qu'on est en train de faire, moi je n'ai pas trop confiance, parce que c'est politique. Le Macky Sall aussi est en train de faire ce qu'il peut faire, l'autre parti aussi est en train de faire ce qu'elle peut faire, parce que chacun essaie de trouver des intérêts. Autant on a la paix, autant on peut continuer d'exploiter les ressources de la Casamance, on peut poursuivre le trafic et tout ça, parce que lorsqu'il y a trop de conflits difficiles de faire circuler, de faire prospérer le commerce. Donc on cherche un semblant de paix. Mais l'intérêt même de ces territoires, je pense qu'on ne les cherche pas. Soit la Casamance veut l'indépendance, on peut la lui accorder. Elle devient comme la Gambie, elle devient comme la Guinée-Bissau. Et puis il n'y a plus de problème. Soit on procède ou on choisit le contraire. Moi je donne toujours l'exemple des FARC, même si c'était pas un territoire. Les FARC, c'est des gens qui ont tellement aimé la forêt aussi. Les FARC en Colombie, c'est des gens qui ont beaucoup aimé la forêt, mais arrivé à un moment donné, le gouvernement colombien a trouvé la meilleure des formules. Le nouveau président aussi va sans doute apporter quelque chose. Oui, la meilleure formule, le nouveau président aussi. À l'époque, c'était, je sais pas, c'était Alvaro Uribe, c'était Alvaro Uribe qui a pu trouver la bonne formule avec les FARC et leur demander ce que vous voulez. Ils sont assis autour d'une table de discussion et les FARC ont dit, bon, on veut faire la politique. Et on leur a permis de créer, de transformer leur parti ou leur mouvement en parti politique. Aujourd'hui, ils sont paisibles. L'État colombien n'a plus de ces problèmes-là. La meilleure formule, c'est ça qu'il faut chercher. Et qu'on oublie trop ou un peu les intérêts politiciens, les intérêts politiques. Alors, lui, pour chuter, ce qui est important aujourd'hui, c'est peut-être l'unification de ce mouvement rebelle
Parce que, comme on l'a dit, c'est une faction qui a signé ces accords. Il y a de cela 4 ans aussi, ce mouvement a voulu déposer les armes pour faire véritablement de la politique, la simple politique d'ailleurs. Mais c'est un mouvement divisé aujourd'hui. C'est un accord historique. Mais peut-être on va espérer que les autres factions aussi puissent rejoindre l'accord. Je pense que c'est ça qui complique la situation. Je le disais tout à l'heure que c'est une crise, c'est un conflit atypique. Le fait que les factions, ces 4 factions, elles sont 4 au total. Il y a le front nord, il y a le front sud-ouest, il y a le front sud-ouest et également le front des radicaux dirigé par un certain Salif Sadio, puisque aujourd'hui c'est lui qui également qui revient sur qui fait la une des journaux parce qu'il a détalé et il n'a pas assisté à la signature de cet accord qui a été présidé par le président bissau-guinéen Amparo Sissoko. Donc je pense que le fait pour ce mouvement-là de n'arriver pas à parler d'une seule voix, le fait pour toutes ces factions-là de ne pas accorder leur violon sur quelque chose de concret, c'est ça qui complique la situation. Parce que une fois vous signez l'accord avec cette partie, l'autre faction dit qu'elle n'est pas concernée et que vous êtes obligé de revenir à zéro. Donc on est en train de faire du surplace jusque-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas justement à savoir ou bien on n'arrive pas justement en fait, à détecter ce que veut réellement la population casamançaise. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être très difficile pour eux parce que quelqu'un l'a dit, le conflit, les gens l'ont politisé. Quand il y a la politique qui rentre dedans, ça devient compliqué pour les gens. Mais ce qu'il faut faire, il faut arriver quand même à avoir un accord inclusif qui fait l'unanimité. Maintenant, le nouvel accord dont on parle, je pense que ça rentre en vigueur en octobre parce qu'il faut d'abord qu'on identifie les armes qui circulent. Qu'on arrive à libérer aussi ceux qui ont été emprisonnés. Voilà, et qu'on arrive également à identifier, à recenser en fait les rebelles. C'est compliqué tout ça. Est-ce que vous voyez? C'est compliqué, on ne peut pas arriver parce que ça fait plus de 4 décennies que cette guerre a perdu. Ça a démarré en 82, nous sommes en 2022 aujourd'hui, avec pas mal de morts et de milliers de déplacés. Donc à un moment donné, il va falloir que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin, essayer de repêcher ou bien d'arriver à rencontrer les véritables antagonistes de la crise pour pouvoir discuter avec eux, demander en fait à recueillir les avis et les aspirations profondes de la population pour pouvoir signer un accord qui fera peut-être l'unanimité. Allez, on marque la petite pause. Je sens que le président Consiga en côté veut encore réagir. On va marquer la pause puisqu'elle s'impose. On revient pour la suite.